Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci le débrief du GP du Brésil 2025. Je tenais à dire que même si on n'a pas eu de pluie finalement, on a eu quand même un GP qui était hyper intéressant et hyper divertissant. Et ça franchement ça fait tellement de bien, après la série de GP un peu ennuyeux qu'on a eu surtout en août, septembre et début octobre, bah là ça fait du bien d'avoir un GP qui n'a pas besoin de conditions changeantes, de plein de choses qui se passent pour avoir quelque chose d'intéressant. Parce que si vous avez vu le GP, vous savez de quoi je parle. On a eu des surprises, on a eu des confirmations, on a eu des remontadas, on a tout eu. D'ailleurs, on a même peut-être eu la fin de la course au titre pour un des 3 pilotes. Je sais pas, on en parlera. Mais avant ça, commençons par la sprint. Pour la qualif sprint, on a eu pas mal de choses hyper intéressantes, et notamment quelques surprises, comme Antonelli. Antonelli qui a l'air d'aimer les sprints apparemment, hein. On se rappelle de sa pole en début de saison. Maintenant, il nous fait une 2ème place, magnifique, franchement. Et en plus, c'est un circuit qu'il n'avait jamais fait, c'est encore plus impressionnant, je trouve. Puis, vu qu'on parle de choses positives, parlons des Aston Martin. On a eu Alonso qui s'est qualifié 5ème à la fin de la qualif sprint, et Stroll 7ème. Voilà, ils étaient tous les deux là pour nous montrer que la Aston Martin allait être présente ce week-end, et ils l'ont montré directement avec des résultats. On a aussi Hadjar qui fait son retour dans la Q3, ça faisait un petit moment, il avait eu un petit peu plus de mal ces dernières semaines, et là du coup il se reprend, il se remet dans le top 10, et en parlant du top 10, Hülkenberg, qui comme je l'ai dit dans je crois que c'était ma précédente vidéo ou celle d'avant, je sais plus, Hülkenberg qui fait une saison un peu en alternance, avec beaucoup de bas, on va pas se mentir, mais ses hauts sont très hauts, et là il se qualifie en Q3. Dans les pilotes qui font cette course au titre, nous avons Norris qui s'est qualifié en pole évidemment, devant Antonelli qui était très proche d'ailleurs. Mais bon, Norris fait l'essentiel, il assure l'essentiel et se qualifie en pole. Piastri de son côté a l'air de confirmer un petit peu son retour aux affaires, progressif, on va pas se mentir. Mais bon, cette fois-ci il n'était entre guillemets qu'à 2/10 de Norris. Il se place 3ème sur la grille, franchement c'est quelque chose de mieux. On l'avait dit après le Mexique, enfin à la fin du Mexique, il commençait à être un petit peu dans le rythme de Norris, cette fois-ci il a confirmé en qualif, il se rapproche. Il n'est pas encore au top, mais il se rapproche. Dans les déceptions, comment ne pas parler de Ferrari? Encore une fois, Leclerc se qualifie 8ème, Hamilton sort en Q2, il se qualifie 11ème à la fin, et ce qui fait mal c'est que c'est même pas ça le pire. Là, c'est que le début. Pour la course sprint, franchement pas mal de choses à dire. Déjà, la course en tant que spectateur était très intéressante à suivre. Il s'est passé encore une fois beaucoup de choses. On avait une piste qui était humide, elle était en train de sécher. Donc il pleuvait pas, mais en tout cas ça glissait un petit peu, il y avait moins de grippe, elle était plus froide. Donc ce qui a fait qu'il y a eu beaucoup de dépassements, beaucoup de tentatives. Aussi beaucoup de pilotes qui n'ont peut-être pas osé des choses qu'ils auraient pu oser, mais du coup ça rendait les choses un peu plus intéressantes. Il y a eu des crashs, il y a eu du drama, il y a eu du suspense pour la victoire, notamment avec Norris Antonelli. Donc voilà, merci Interlagos d'être comme ça, on t'aime. Et on va commencer du coup ce débrief de la sprint en parlant de Norris, évidemment. Le poleman qui convertit sa pole en victoire. Franchement la sprint était très bien gérée, même s'il n'a pas été forcément très dominant, comme au Mexique. On l'a pas vu aussi fort et aussi en avance par rapport aux autres écuries et aux autres pilotes, mais il a fait le taf, voilà, il pouvait pas espérer mieux, il convertit sa pole en victoire, c'est ce qu'on lui demande. Parce que ce week-end, les Mercedes étaient très proches en performance. On va pas se mentir, quand on voit le rythme d'Antonelli, on se dit que franchement la Mercedes est quasiment au niveau de la McLaren ce week-end. Elle est peut-être même au niveau, mais bon, Antonelli a peut-être un peu moins d'expérience, donc il n'a pas réussi à aller le titiller vraiment. Quoique à la fin il le titille, mais peut-être un pilote avec plus de maturité aurait pu aller chercher cette victoire. Antonelli ne l'a pas encore, n'a pas encore cette expérience. Mais en tout cas, il est allé affronter Lando Norris à la fin. Norris a tenu, il a résisté. Il a même bien fait sa relance parce qu'il a eu une relance de safety car qu'il a plutôt bien géré, il ne s'est pas fait surprendre. Et voilà quoi, il a géré. Et son coéquipier, Piastri, a eu un samedi, et surtout un début de samedi, radicalement opposé. Parce que oui, dès le 7ème tour de la sprint, Piastri va cracher. Et ça, c'est même pas une erreur de pilotage vraiment. C'est que, en fait, si vous avez vu le direct, vous savez, mais Norris a créé, sans faire exprès, une petite flaque d'eau sur le vibreur. Et il y a pas mal de pilotes qui sont passés dessus juste après lui. Ils se sont pris cette flaque et ont glissé. Ils ont perdu beaucoup d'adhérence là-dessus, sur le virage en plus. Et du coup, Piastri, c'était la première victime. Il se prend cette flaque d'eau et il sort, il crache. Donc évidemment, comme je dis, c'est pas forcément sa faute là pour le coup. C'est vraiment pas de chance. Mais bon, quand tu vois ça, tu te dis encore sur lui, le sort s'acharne un petit peu sur lui quoi. Et aussi, tu te mets à penser et tu te dis, Norris va lui mettre un 8-0.
le titre est vraiment peut-être en train de lui échapper dès la sprint. Et tout ça, ça a bien profité aux Mercedes parce que Russell, qui était 4ème à ce moment-là, repasse 3ème et font un double podium du coup avec Antonelli 2ème, Russell 3ème, comme au Canada. Voilà, donc Mercedes, je l'ai dit, a très bien marché. Double podium, même si c'est qu'une sprint, donc c'est pas énormément de points, mais pour la confiance, c'est très bien. Et en plus, pour la confirmation des réglages que tu as pris et de ta voiture pour le week-end, c'est quand même très important. Et ça confirme aussi aux yeux des spectateurs, de nos yeux, que ce week-end, ça va être Mercedes qui va challenger McLaren. Pas Ferrari, pas Red Bull, cette fois-ci ce sera Mercedes. Donc ouais, grosse perf des Mercedes, surtout Antonelli, hein. Franchement je l'ai dit, mais il nous fait une fin de saison digne de ce qu'on attendait de lui en début de saison, et ce qu'il nous avait montré aussi en début de saison. C'est vraiment cette série de grands prix européens qui lui ont desservi de fou. Mais en début de saison et en fin de saison, il est en train de nous montrer pourquoi Toto Wolff a autant misé sur lui. Parce que ce week-end, il a un gros rythme, il se qualifie devant Russell, il finit la course sprint devant Russell. Franchement, il va challenger Norris même à la fin pour la victoire. Voilà, c'est fort. Et on n'a pas encore parlé de la course principale parce que il a confirmé ça, encore une fois, pendant la course principale. Et d'ailleurs, Russell avait un peu plus de mal en qualif que Antonelli, mais en course, ils étaient quasiment à peu près au même niveau, à peu près le même rythme de course. Donc Russell, c'était pas si mal, c'est juste la qualif qui lui a un petit peu enlevé ses chances. Sur la sprint, les Ferrari font plutôt une bonne course, mais assez anonyme. Rien de spécial, franchement. Ils profitent de ce qui se passe devant pour finir du coup dans les 8 premiers, tous les deux. Donc voilà, rien de spécial, c'est pas forcément un bon résultat. Peut-être meilleur que qu'on pouvait espérer vu la qualif. Mais bon, c'est Ferrari, donc on a quand même besoin de beaucoup plus que ça pour être heureux. Ensuite, je voulais aussi féliciter Alonso. Je l'ai dit, il s'est qualifié 5ème, ce qui est quand même une grosse performance avec l'Aston. Et il finit finalement 6ème, ce qui est quand même très bien. Il n'a pas flanché, il a résisté. Et oui, Aston, dès les qualifs, ont montré qu'ils allaient être là, qu'ils allaient être présents, ça allait être peut-être le best of the rest, le meilleur des autres ce week-end. Et voilà, ça s'est matérialisé avec des résultats concrets le samedi. Et surtout à travers d'Alonso, on va pas se mentir. Ensuite, parlons un petit peu de Verstappen, du coup le 3ème concurrent pour le titre mondial. Malheureusement, lui, il n'était pas forcément dans le coup dès le vendredi. La Red Bull, elle était, je cite, inconduisible, c'est lui-même qui l'a dit, il a eu beaucoup de mal. Donc ouais, c'était pas forcément dès le vendredi une voiture une Red Bull des bons jours. Plutôt des au revoir. Pardon. Mais bon, il utilisera tout de même les données collectées lors de cette sprint pour faire une bien meilleure qualif. On en reparle évidemment, mais voilà. Et en sprint, il limite la casse quand même en étant P4, donc il ne perd que 3 points sur Norris. Puis j'ai envie de souligner quand même la grosse perf de Gasly, j'ai envie de le féliciter. Gasly qui était pas forcément très bien ces derniers week-ends, on voyait que même Colapinto arrivait à finir devant lui les courses et les qualifs. Cette fois-ci, bravo Gasly. En plus, on parle pas souvent des Alpines, franchement, dans les débriefs, même quasiment jamais. Après, on se demande pourquoi, hein, ils finissent souvent P19 et P20. Donc bon, c'est pas forcément ma faute. Mais cette fois-ci, Gasly a réussi à trouver du rythme. Je ne sais d'où, franchement. Je pense que même lui ne doit pas savoir d'où il a trouvé ce rythme, mais il l'a trouvé. Honnêtement, je pense que ça doit être aussi dû au fait que la piste était humide. Qui dit piste humide, qui dit piste froide, enfin plus froide que d'habitude, et moins de grippe. Et je pense que Gasly, dans ces conditions-là, il est très fort. On le sait que, par exemple, sous la pluie, il est très fort, donc quand il y a moins d'adhérence. Et je pense que c'est des conditions qui lui sont favorables. Et du coup, ça remet un petit peu les voitures, pas forcément au même niveau comme sous la pluie, mais voilà, le pilote fait beaucoup plus la différence dans ces moments-là. Et je pense que Gasly, du coup, c'est quelque chose qu'il aime. Donc voilà, en tout cas, franchement, GG Gasly, félicitations à toi. Et puis voilà, premier point collecté pour Alpine depuis Spa. C'est quand même, ça datait. Et pour finir cette sprint, je dois évidemment toucher un petit mot sur Bortoleto. Malheureusement, qui avait sa première course à la maison au F1. Et le samedi, on parlera du dimanche après, mais le samedi en tout cas se passe très mal. Très mal, on va pas se mentir. Je pense que, vous l'avez vu, il y a crash lors du sprint, au dernier tour. Je pense que c'est dû à plusieurs facteurs. Et je pense que le premier facteur, c'est déjà le fait d'être à la maison. Et d'avoir cette envie de montrer et de faire kiffer le public. Je pense que ce dépassement-là, il le tente. Il sait que c'est compliqué. Personne d'autre n'a voulu le tenter avant lui. Lui le tente parce qu'il est à la maison et il veut du coup faire un petit peu le show, je pense. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose. Mais du coup, quand tu vois les conséquences, tu te dis que forcément c'était peut-être pas la meilleure décision. Mais je le comprends, tu vois, il est chez lui,
il y a plein de gens qui se sont déplacés pour lui, il veut montrer quelque chose, parce qu'il battait pas pour la première place, hein, on va pas se mentir, mais voilà, il voulait quand même montrer quelque chose. Deuxième facteur, je pense que c'est aussi la pression d'être à la maison, il y a beaucoup d'attentes, et ce qui fait que du coup, cette pression-là, elle est difficile à gérer, je pense. Antonelli l'a très bien dit quand il était en Italie et même en Europe de façon générale, il ressentait une pression monstre qui le bridait beaucoup. Et là, je pense que Bortoleto a ressenti forcément cette pression, et ça a joué forcément sur sa façon d'agir, sa façon de piloter. Et puis dernier facteur, c'est évidemment, je pense, le facteur manque d'expérience. Il n'y a personne qui a tenté ce dépassement-là avant lui. Et je pense que c'est parce que justement ils ont cette expérience-là, les pilotes, et ils savent que c'est très compliqué de sortir de la ligne sèche, entre guillemets, et c'est très risqué. Et Bortoleto, peut-être son manque d'expérience, ne lui a pas donné raison à ce moment-là. Et voilà, je pense que c'est ça. En plus, le crash est terrifiant, il est d'une violence. On parle de à peu près 57 G au moment de deuxième impact, ce qui est tout simplement gigantesque. C'est à peu près 4 tonnes qu'il a subi à ce moment-là. De force, de pression, c'est terrifiant. Heureusement il va bien, donc ça c'est le principal. Bon, parlons maintenant de la qualif de la course. Et il s'est passé pas mal de choses, il y a eu beaucoup de changements aussi par rapport à la qualif sprint, notamment la soudaine, on va dire, baisse de performance des Aston. Elles n'étaient pas mauvaises, elles se sont pas fait éliminer en Q3 non plus. Mais bon, quand on a vu qu'ils ont fait P5 et P7 lors de la qualif sprint, et là ils font P11 et P14, tu dis que ils ont peut-être pas réussi à trouver les petits réglages en plus qui font que ils partent en Q3. Et les autres, oui. Et cette P5 et cette P7 ont été prises par les V-Carbs cette fois-ci. C'est eux qui ont été la surprise de cette Q3. Et franchement, quelle surprise, P5 et P7, alors que le samedi on les voyait, enfin le vendredi pardon, on les voyait un petit peu en dessous, on a vu qu'Adjar a réussi à gratter le top 10, mais c'était un peu limite. Là non, P5, P7, grosse perf. Et ça personnellement c'est une des choses que j'adore dans cette saison, un des gros points positifs de cette saison, c'est que le midfield est tellement serré que tu sais pas en fait qui va réussir à passer en Q3. Ça peut être As, ça peut être V-Carb, ça peut être Aston, ça peut être Kik, bon Alpine... pas très souvent, mais pour le reste, Williams d'ailleurs je les ai oubliés alors que c'est peut-être les favoris. Le midfield est incroyable, et voilà, ça peut aller challenger les top teams de temps en temps, comme là par exemple P5, P7, que ce soit Aston ou V-Carb, c'est fort. Ensuite on a Antonelli qui répète l'exploit de la sprint et de la qualif sprint et se replace deuxième derrière Norris, c'est très fort, encore une fois devant Russell. Russell qui encore une fois a eu un peu plus de mal ce week-end, il n'était pas vraiment dans son assiette, on le voyait faire pas mal de corrections lors des qualifs. Il n'était pas forcément très à l'aise avec les réglages de cette voiture. Ensuite on a quoi, on a Leclerc en légende, encore une fois, qui fait des miracles avec sa Ferrari, avec son tracteur. Donc franchement GG Leclerc. Malheureusement Hamilton, encore une fois, n'arrive pas à suivre. Malheureusement Lewis ne passe pas en Q3 encore une fois. Il n'est pas du tout à l'aise avec la voiture, on le sait, il l'a dit. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de la saison. Donnons-lui du temps, laissons-lui jusqu'à 2026. Mais là, jusqu'à la fin de la saison, je ne vois pas comment ça changerait. C'est trop tôt encore. Donc voilà, laissons-lui du temps. Et pour l'instant, profitons juste du fait que Leclerc arrive à sortir des belles perfs quand même de temps en temps. Voilà. Puis dans la lutte, évidemment, entre Norris et Verstappen pour le championnat du monde, j'exclus pas Piastri, mais Piastri nous a fait une qualif plutôt correcte, on va dire. Il se place 4ème. Mais Norris et Verstappen ont tous les deux eu, une qualif radicalement opposée. Dans les trucs qui changent pas, Norris en forme, Norris en pole. Et dans les trucs qui changent et qui surprennent, c'est Verstappen out en Q1. Mais attendez, je sais pas si vous avez bien entendu ce que j'ai dit. Verstappen éliminé en Q1. Et les gars, c'est la première fois depuis 2021 que Verstappen se fait éliminer en Q1. 2021, ça faisait 4 ans. C'est la première fois depuis 2006 que les deux Red Bull se font éliminer en Q1. Alors si c'est pas un truc historique qu'on a vécu hier, je sais pas ce que c'est. Hein. En plus, il était tellement en train de revenir sur Norris et Piastri pour la course au titre que là, on se dit forcément, c'est la fin. Tout simplement, c'est la fin. On n'aura même pas besoin de voir la course, c'est fini quoi. Remonter depuis la 17ème place, je crois qu'il était 17ème ou 16ème, je sais plus. 16ème, jusqu'à la victoire, c'est impossible. Mais
c'est Verstappen. Est-ce vraiment impossible? Le dimanche pour la course, on n'aura finalement pas de pluie non plus. On n'a pas eu de pluie le vendredi, pas de pluie le samedi, pas de pluie le dimanche. Voilà, on nous a menti. Merci les bulletins météo. Vous avez très mal fait votre travail. Sur le coup, évidemment, je suis déçu de voir qu'il ne va pas pleuvoir et qu'on n'aura pas forcément de conditions changeantes non plus pendant la course. Je me dis que forcément il y aura moins de suspense, surtout pour la gagne. Je me dis que Norris va s'envoler tout simplement et va gagner avec 20-30 secondes d'avance encore une fois. Je me dis aussi qu'il y aura un peu moins de folie, un peu moins de dépassement, un peu moins de crash. Peut-être une remontada de Verstappen qui du coup cette fois-ci est impossible parce qu'avec la pluie on sait qu'il est capable de tout. Sans la pluie on s'est dit ça reste compliqué, même si c'est Verstappen, ça reste compliqué. Mais finalement, le circuit est juste trop bien. Donc on a eu tout ça, sans la pluie. Des batailles dans tous les sens, des dépassements dans tous les sens, des crashs, une remontada historique de Verstappen, mis à part une lutte pour la victoire. Franchement, on avait tout. Et oui, si on n'a pas eu de lutte pour la victoire, c'est aussi parce que Norris a été taille patron tout le week-end. Tout le week-end, il a dominé son coéquipier et il a dominé le reste de la grille. Il a la meilleure voiture, on le sait, mais il a quand même été taille patron, il n'a pas fait d'erreur. Et d'ailleurs la voiture, la McLaren, elle n'était pas non plus si dominante que ça, encore une fois comme le samedi, mais suffisamment pour ne pas se mettre en danger et pas prendre de pression de la part du deuxième. Donc voilà, ils ont fait le taf. Et du coup finalement c'est un week-end parfait pour Norris parce que comptablement il fait le break. On va parler de Norris et de Piastri et de Verstappen juste après. Mais ils ont eu des résultats insuffisants comptablement. Donc Norris, voilà, il a tout gagné. Parce que Piastri, qui paraissait avoir pris un bon départ et plutôt des bons premiers tours, et qui pouvait potentiellement passer deuxième, et qui est passé deuxième d'ailleurs, à un moment lors du GP, a commis une erreur, on va dire. Et cette erreur va lui coûter potentiellement la victoire. Parce que je pense qu'il aurait pu aller peut-être, pourquoi pas, challenger Norris. Mais on va dire qu'au moins ça lui coûte le top 2. Je parle d'erreur parce que je suis de l'avis, pour moi c'est plutôt sa faute. C'est pas entièrement sa faute. Je pense qu'Antonelli a une part de responsabilité parce qu'il ferme beaucoup quand même l'espace. Leclerc avait laissé totalement un espace pour Antonelli, pour qu'il se décale aussi Antonelli et qu'il passe au milieu de la piste. Antonelli décide de plutôt fermer la porte à Piastri et de pas le laisser tenter le dépassement. Piastri tente quand même le dépassement et du coup ça choque, ça tape. Donc voilà, c'est pour moi du 60-40 Piastri, je dirais. Parce que du coup quand il voit que c'est qu'on ne lui laisse pas la place, il doit pas tenter le dépassement. Donc voilà, c'est plutôt ta faute de Piastri, c'est pas totalement de sa faute, ça aurait pu être un incident de course, ça m'aurait pas choqué. Mais ça me choque pas non plus que ce soit sa faute et qu'on lui donne une pénalité. Mais bon, que ce soit sa faute ou non, ça détruit quand même son GP. Parce que oui, au lieu de finir deuxième ou même pourquoi pas premier, il ira finalement cinquième. Et bon, vu qu'on est dans les prétendants au titre, Verstappen, quelle remontada. Quelle remontada. Mais il nous a régalé ce dimanche. Franchement, on avait des yeux que pour lui. Il nous a régalé. Et en plus, il a failli finir deuxième. On se rend pas compte de la dinguerie. Et ce qui lui coûte en plus cette deuxième place et potentiellement la victoire, parce que je pense qu'il aurait joué la victoire honnêtement s'il n'avait pas eu cette crevaison au début du GP. Parce qu'il nous fait un départ canon où il arrive à se placer 13ème au bout de, je crois que c'était genre 5 ou 6 tours. Il était 13ème alors qu'il partait de la pit lane. Malheureusement, il crève, il doit repasser au stand et repart dernier. Même comme ça, il nous fait une magnifique course, complètement what the fuck, complètement dingue, mais du coup un magnifique dimanche de sa part. Malheureusement pour lui, même si c'est un dimanche parfait sur la piste, c'est un mauvais dimanche comptablement. Parce qu'à la fin, même avec sa remontada épique, il perd quand même 13 points sur Norris au total sur le week-end, ce qui est beaucoup. À 3 courses de la fin, il a maintenant 49 points à remonter. Il a perdu gros malheureusement ce week-end. Et d'ailleurs on le ressent, on le voit lors de son interview après la course, il est déçu. Je pense qu'il est conscient de la dinguerie qu'il vient de nous pondre, qu'il a fait, mais on le voit qu'il est déçu. Parce qu'il sait que ses chances de titre se sont peut-être effondrées aujourd'hui. Sinon on a Antonelli qui a encore une fois été incroyable. Il a dominé Russell
de A à Z tout le long du week-end, en sprint, enfin que ce soit en qualif sprint, en qualif ou en course, il domine Russell. Première fois de la saison qu'on le voit aussi dominant et aussi présent. Donc voilà, ça c'est le Antonelli qu'on nous avait vendu. Là on comprend mieux pourquoi Toto Wolff a autant insisté avec lui. On voit quand même qu'il y a quelques manques encore, ce qui est totalement normal, c'est un rookie, je le rappelle. On voit qu'il rate souvent ses départs quand même, il n'a pas forcément les meilleurs départs et les meilleures relances de safety car. Il a failli se faire avoir plusieurs fois comme ça, que ce soit en sprint ou en quali ou en course. Donc voilà, c'est des petits trucs à améliorer, mais ça viendra avec le temps évidemment. Et pour l'instant, juste GG quoi. Bon, parlons des choses qui fâchent, parlons de Ferrari. Le week-end de merde qui nous ont pondu. Waouh! Ah, c'était dur à regarder. Mais vraiment dur. Les week-ends se suivent et se ressemblent pas forcément. Cette fois-ci, après 2 week-ends de course bons, ou plutôt bons, on a un travers, encore une fois. Un mix entre erreur et poisse. Beaucoup de poisse quand même. Ouais, on a été gâtés aujourd'hui. Du côté d'Hamilton, c'est au début de course pas de chance. Parce que il se fait percuter, il a rien demandé, il se fait percuter sur sa gauche au premier virage. Il perd beaucoup de position à cause de ça. Il tente de rattraper son retard et commet une erreur grossière. Il tape l'arrière de, il me semble que c'est Colapinto, en essayant de le dépasser, mais il tourne son volant un peu trop tard et du coup il percute Colapinto. Il a voulu prendre la spi jusqu'à la dernière milliseconde, il a mal géré son timing, ce qui est très rare pour un septuple champion du monde. Je ne comprends pas comment cette erreur a pu être commise, mais elle a été commise. Et c'est encore une fois une erreur de rookie qu'il commet, un peu comme à Zandvoort. C'est des choses qu'on n'est pas habitué à voir avec lui, et ça montre encore une fois que la voiture ne lui convient pas du tout. Il n'est pas à l'aise, voilà. Sinon il ne commettrait pas ces erreurs-là. C'est aussi ce qu'on appelle, je pense, l'effet Ferrari. C'est l'exemple parfait. Il tentera ensuite de continuer un petit peu sa course. Il passera 3-4 fois au stand et finalement il devra arrêter et être DNF tout simplement. Parce qu'il n'arrivera pas à surmonter les dégâts subis sur la monoplace. Et c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Parce que le pilote le plus malchanceux de la grille a encore fait des siennes. Évidemment, je parle de Leclerc. Il n'a rien demandé, il se fait percuter, c'est le dommage collatéral de cette bataille entre Piastri et Antonelli. Bon, c'était même pas une bataille, mais c'était une tentative de dépassement. C'est lui qui se prend la foudre. Pourtant, c'est le seul qui avait vraiment laissé de l'espace pour qu'il se passe rien. Et c'est sur lui que ça retombe, comme d'habitude. Donc voilà, je sais même pas quoi dire. Week-end catastrophique pour Ferrari. Et d'ailleurs, je pense que le plus catastrophique, c'est même pas le week-end de Ferrari. C'est les déclarations de John Elkann, le président de Ferrari. Je sais pas si vous avez vu passer ça, mais c'est une folie ce qu'il nous a dit. Il a dit, je cite, que les pilotes devraient penser beaucoup plus à Ferrari et moins à leur ego. Qu'ils arrêtent de parler. Mais c'est... Alors je suis désolé avec tout le respect que j'ai, c'est le président de Ferrari quand même, mais il est malade. À quel moment tu peux dire ça? Ah ouais, donc quand j'ai vu ces déclarations ce matin en me réveillant, parce que j'enregistre ça le lundi matin, ça m'a rendu fou de rage. Je ne comprends pas. Je vais même pas en parler parce que c'est catastrophique. Je vais plutôt partir sur quelque chose d'un peu plus positif. Et je vais parler du coup de ces résultats de la course entre la 6ème et la 10ème place, qui ont été plutôt, des résultats assez surprenants. Parce que comme vous pouvez le voir, on a différentes écuries qui ont fini dans ces places-là, ce qui est trop cool, je l'ai dit tout à l'heure. On a d'abord Berman qui confirme sa très bonne forme depuis 2 semaines et qui finit du coup best of the rest ce week-end. Voilà, avec des très beaux dépassements en plus, il nous a régalé. Franchement, impressionnant ce mec. On a ensuite Vicarb qui finit 7ème et 8ème avec Lawson et Adjar respectivement. Ce sont des points très importants pour le constructeur, donc c'est un très bon résultat pour Vicarb. Ensuite on a, comme je l'ai dit, Hülkenberg qui dans son alternance est aujourd'hui en haut. Il finit 9ème. Et puis Gasly, Gasly qui ramène encore un point pour Alpine. C'est le 2ème du week-end, le 2ème depuis Spa, et c'est énorme pour Alpine. Comptablement, non, on s'en fout. Alpine sera dernier, ça c'est sûr, ça ne change rien. Bon les gars, la batterie de ma caméra m'a lâché en pleine vidéo. Donc je sais plus exactement ce que j'étais en train de dire, mais je crois que j'étais en train de parler de Gasly à ce moment-là. J'ai dû recharger la caméra, ça m'a pris quelques temps. Mais voilà, je crois que je parlais de Gasly, je disais que du coup, encore une grosse perte de sa part, évidemment. Deuxième point en 2 jours pour Gasly. C'était pas arrivé depuis Spa du coup d'avoir un point pour Alpine. Donc énorme perf. Mais que je voulais dire aussi que c'était du coup plus
symbolique qu'autre chose. Parce que comptablement, ça ne va rien changer à la saison d'Alpine. On sera dernier, ça c'est sûr. On est à 22 points. Les avant-derniers sont quasiment à 60. Donc, enfin, à plus de 60, je crois. De toute façon, je vous mettrai le classement. Mais voilà, pour Alpine, c'est plus symbolique. Et surtout pour Gasly, c'est quelque chose qui va lui faire énormément de bien. Ça va libérer d'un poids. Et se dire, bah, pourquoi pas faire 2-3 petits résultats avant la fin de la saison. Et dernière chose, avant de passer aux enseignements et à la fin de la vidéo, Bortoleto, je voulais quand même en parler un petit peu parce que on en a parlé pour la sprint, on a parlé de la pression, de cette envie de pouvoir montrer quelque chose, de pouvoir performer, et son crash, ben en course il a aussi crash, et malheureusement pour lui ça se finit du coup très très mal ce week-end, son premier week-end à la maison en F1. Je me sens terriblement mal pour lui. Je pense que le deuxième crash était aussi évitable de sa part. On dit souvent que les GP à la maison te donnent un engouement en plus, te transcendent. Mais j'ai l'impression que pour pas mal de pilotes, c'est pas comme ça. Et pour pas mal de pilotes, c'est un peu le contraire. Je me rappelle de Checo. Au Mexique, ça se passait souvent mal. Et du coup, voilà, pas tout le monde arrive à gérer cette pression de la même façon. D'un côté, tu as Verstappen par exemple, ou Hamilton à Silverstone, où ça se passe très bien la plupart du temps. Et voilà, d'un autre côté, tu as d'autres pilotes qui, malheureusement, n'y arrivent pas. Bon voilà, maintenant passons vite fait aux enseignements, on va rapidement parler de ça, mais en gros l'enseignement majeur on va dire de ce week-end c'est quand même que Norris a repris 24 points du coup sur Piastri et quasiment 49 sur Verstappen. C'est le grand favori pour cette fin de saison, pour le titre, vu l'état de forme de sa part et de Piastri. Verstappen il est en très bonne forme, très grande forme, mais sa voiture peut le lâcher de temps en temps comme on l'a vu ce week-end. Donc le favori, c'est Norris évidemment. Et je me demande même si le championnat n'est pas d'ores et déjà plié. Comme je l'ai dit, l'état de forme montre que Norris devrait s'imposer. Je parle au conditionnel, on sait jamais, mais je pense qu'il devrait quand même. Et je pense que du coup le titre s'est décidé encore une fois à Sao Paulo, comme l'année dernière. L'année dernière c'est ici que ça s'était décidé en faveur de Verstappen. Je pense qu'aujourd'hui ça se décide en faveur de Norris, au même endroit. On aura, je pense, la confirmation à Vegas, dans 2 semaines. Si à Vegas, Norris reprend des points sur les 2 concurrents, c'est fini. Là ce sera scellé, je pense qu'en 2 GP personne ne reviendra. Même si Piastri reste à... Non, parce que s'il reprend des points sur Piastri, il sera plus d'une victoire, donc non, pour moi ce serait fini. Deuxième enseignement du côté des pilotes, c'est qu'il y a eu pas mal de changements pour la 10e place, enfin la 9e et 10e place. On a eu pas mal de changements d'ailleurs, que ce soit pendant la sprint ou pendant la course, entre Hadjar, Hülkenberg et Alonso. À la fin ça donne ça. Et à noter que Berman n'est pas dans ce top 10, mais il s'est rajouté à la course pour cette 10e place. Il est maintenant à 1 point je crois, ou 2 d'être 10e aussi. Côté constructeur, encore du changement, et Ferrari qui perd cette 2e place à nouveau, et qui passe directement 4e. Et puis aussi au niveau des constructeurs, la bataille pour la 6e place est plus intense que jamais. Il y a beaucoup d'écuries qui jouent cette 6e place. Et là, comme je l'ai dit, Vika a mis des points très importants. Aston a réussi à reprendre aussi quelques points pour rester dans la course. On sait que Kick Sauber à tout moment peut rebondir. Hülkenberg a marqué 2 points. C'est quand même aussi important s'ils veulent rester dans cette course. As, avec les dernières performances, sont très très chauds. Williams commence à perdre un petit peu de terrain, mais ils ont quand même une petite avance confortable. Voilà, ça va être très chaud jusqu'à la fin et ça va être très intéressant aussi parce qu'on sait que c'est beaucoup de millions qui se jouent. Donc voilà, ce n'est pas du tout à négliger. Et puis voilà, du coup c'est tout pour moi. C'est tout pour cette vidéo, j'espère que ce petit débrief vous a plu. Dites-moi en commentaire évidemment si ça vous a plu, ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez que Norris a d'ores et déjà plié le championnat? Est-ce que Piastri peut rebondir? Est-ce que Verstappen peut remonter, même s'il reste que 3 GP? Voilà, dites-le moi, je ne sais pas. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et on se revoit très très vite pour du foot et de la F1. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, une excellente soirée, une excellente semaine. Et puis à très bientôt. Allez, ciao!